On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on reçoit l'auteur joannais Pierre Ouellette qui nous présente son 50e et 51e ouvrage qui sera disponible en librairie prochainement. Mais d'abord, un peu la surprise, les musées ont le droit d'opérer et c'est le cas du musée du Richelieu. Le premier ministre Legault a annoncé un petit déconfinement avec la réouverture des commerces dits non essentiels. Certaines régions plus éloignées des grands centres qui redeviennent orange. Dans leur cas, eux, peuvent opérer certains restaurants. Par contre, dans cette annonce qui entrait en vigueur donc lundi, le 8 février, il y avait là-dedans la réouverture des musées. Et ça, je pense que ça a fait plaisir, ça a surpris du monde, ça a fait plaisir à d'autres également, d'autant qu'on n'a pas tant d'activités que ça en ce moment, mis à part aller à l'extérieur, mais des fois aussi, c'est plaisant de faire d'autres choses que d'aller dehors pour des trucs. Bref, comment ça se passe chez nous? Musée du Richelieu, avec nous, sa directrice générale, France Bourassa. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Donc, surprise, mais heureuse de l'annonce? Vraiment, on ne s'y attendait pas. Il n'y avait aucun signe avant-coureur parce qu'évidemment, on n'est pas considéré comme commerce essentiel. Donc, quand le premier ministre a clairement nommé les musées, on a fait OK, go, on se réactive au point de vue des expositions, bien sûr, parce qu'on est toujours en travail et tout, mais c'est allé beaucoup plus vite qu'on pensait. Donc, logiquement, en fait, selon l'annonce, on pourrait ouvrir à partir du 8 février, ce qui n'est pas le cas parce qu'évidemment, nous, nos expos sont prêtes. Par contre, il fallait que ça passe à l'imprimeur et on n'était pas prioritaire, on s'entend, là, vu qu'on était fermé. Donc là, on va avoir les panneaux d'exposition dans les prochains jours pour être capable d'ouvrir le 12 février prochain, donc vendredi là, qui vient. À quoi vous attribuez cette décision surprenante du gouvernement? Bien, je pense que nous, on a une association qui s'appelle la Société des musées québécois, qui a beaucoup milité sur le caractère très sécuritaire des musées au point de vue de la fréquentation et des mesures qu'on applique de façon très rigoureuse à travers le Québec. Donc, cette gestion-là, je pense que ça a joué. J'étais pas dans les discussions, là, mais de ce qu'on entend en coulisses, ça a pu jouer, ça a pu influencer, en fait, les décideurs au point de vue sanitaire de permettre la réouverture vraiment des organismes muséals. Oui. Parce qu'en même temps, puis je comprends que des fois aussi, vous faites des activités de type un peu réception 5 à 7, où là, il y a une foule dans la même salle. Mais en temps normal, quand on va visiter une exposition, c'est pas comme aller à l'épicerie. Là. Je veux dire, les gens peuvent rentrer, ils peuvent se distancer. Il y a moyen de contrôler le flot de personnes dans le bâtiment. Là. Oui, oui. Puis nous, on l'applique aussi très bien. C'est-à-dire que pour chaque salle d'exposition qui ont des dimensions différentes, donc on indique clairement dans la salle combien de personnes au maximum peuvent être admises. Dans la boutique, s'il y a trop de gens, en fait, qui arrivent en même temps, on va leur demander d'attendre quelques instants sur le balcon, le temps qu'on fasse payer l'entrée et que les gens se dispatchent, dans le fond, dans le musée. Là. Si on fait un peu le bilan de la dernière année, première vague, on vous a fermé combien de temps? Première vague, on était fermé de la mi-mars. Ça a duré presque 3 mois. Oui, avant qu'on nous permette de réouvrir. Et puis ensuite, on a été fermé à partir de la mi-octobre, début octobre, même mi-octobre, en tout cas, dans ce coin-là. Donc, pour un autre 3 mois. Donc, on a été fermé à peu près à la moitié de l'année de façon entrecoupée. Là. C'est quoi les impacts pour une organisation comme la vôtre? Bien, c'est à plusieurs niveaux, notamment financiers, évidemment, parce que si on ne peut pas tenir nos expositions, on n'a pas d'entrée de visiteurs, on n'a pas nos activités régulières ne peuvent pas être tenues. Donc, tout ce qui est revenu autonome a été impacté de façon assez significative. Je vous dirais autour de 70-75 % de perte de revenus autonomes. Il y a aussi un impact au point de vue de l'organisation, parce que nous, notre calendrier d'exposition, il est planifié autour de 3 ans d'avance. Donc, de ne pas pouvoir tenir nos expositions, il a fallu décaler toutes les plages horaires, toutes les dates d'exposition. Puis, des fois, on fait affaire avec des prêteurs aussi ou d'autres institutions muséales nous prêtent des objets. Si elles aussi sont fermées, des fois, les objets peuvent devenir non disponibles. On est obligé de changer notre fusil d'épaule assez rapidement. Donc, ça, au point de vue logistique, ça a été quand même assez important. Là, ouais.
Est-ce que vous avez pu bénéficier de subventions gouvernementales, remboursement de salaire et tout ça? Oui, en fait, au point de vue fédéral, il y a la subvention salariale d'urgence du Canada qui permettait justement de payer une bonne partie des salaires des employés pour les garder avec nous. Et il y a eu aussi Patrimoine Canada qui a versé une subvention au prorata, aux organismes culturels, au prorata là, des sous qu'il y avait l'année d'avant. Point de vue provincial, donc il y a le gouvernement, le ministère de la Culture et des Communications du Québec qui nous a versé aussi une subvention d'urgence. Donc ça permet d'aller compenser les revenus autonomes qui sont perdus, donc de pouvoir continuer à faire rouler nos activités, même si on est fermé, mais d'avoir aussi mes employés qui sont restés en poste. En fait, pour la plupart, en fait, il y a seulement mes professeurs de céramique que j'ai dû mettre à pied temporairement parce qu'on ne peut pas donner de cours, mais sinon, le reste de l'équipe a pu avancer sur différents projets. Donc, malgré une fermeture d'à peu près 6 mois sur un an, vous sortez pas trop amoché de la pandémie, là? Honnêtement, non, ça va quand même bien. C'est sûr qu'on était déçus de ne pas présenter tout ce qu'on avait à présenter, mais je pense qu'on n'est pas les pires dans le milieu culturel, justement parce qu'on a cet appui-là des sources gouvernementales de revenus qui viennent compenser. Par contre, moi, ce que je dis, c'est que, tu sais, oui, pour le moment, on est capable de ramasser ces aides-là, mais ce n'est pas des aides qui vont durer éternellement. C'est ponctuel, mais les impacts de la crise vont être plus longs. Fait que, tu sais, on ramasse le maximum qu'on est capable d'aller chercher dans les catégories où on est admissible, mais c'est ça, on tient quand même les cordons de la bourse assez serrés pour s'assurer de rester bien vivant. Là. Bon, je le disais en introduction tantôt, les gens n'ont pas tant de choses que ça à faire en termes de divertissement, ils ne peuvent pas se rassembler non plus. Bon, on invite les gens à aller dehors beaucoup, là, c'est correct, mais en même temps, c'est intéressant aussi d'avoir d'autres activités de nature peut-être plus intellectuelle. Oui, tout à fait. Puis c'est ce qu'on est capable de vous offrir, en fait, au Musée du Haut-Richelieu. Donc, à partir du 12 février, on revient avec notre programmation d'exposition temporaire, plus l'exposition permanente qui est toujours là. La boutique est accessible, mais évidemment, on n'a pas le droit de tenir nos cours de céramique, nos décors sur céramique en salle, parce que, évidemment, c'est des activités de groupe, qu'il y a plusieurs bulles qui se rassembleraient. Donc, ça, on ne le fait pas. Mais par contre, on offre des alternatives aussi à certaines activités, comme le décor sur céramique. On l'a en version pour emporter maintenant. C'est une gestion qui est différente, mais on permet aux gens de réserver, dans le fond, leur ensemble sur notre site Internet, puis ils payent en ligne, ils viennent le chercher, font leur décor à la maison, rapportent les pièces pour la cuisson, reviennent les chercher. C'est sûr que c'est beaucoup de manipulation, mais on a senti que les gens étaient heureux qu'on leur offre ça, puis que c'est justement, ça leur change les idées. C'est une activité culturelle, une activité ludique et créative. Les gens aiment ça. Là. Donc, on peut maintenir les expositions, par contre, pas les activités, les cours, les fêtes d'enfants. Non, ça, c'est pas permis. On ne peut pas toucher à ça pour le moment. Avez-vous comme une capacité maximale sur le nombre de personnes qu'on peut laisser entrer? Comment vous gérez ça? Ça dépend vraiment de la grandeur, parce que les salles d'exposition, on en a 3, puis les salles sont de grandeur variable. Mais, règle générale, une vingtaine de personnes par salle en même temps, ça demeure confortable, ça demeure dans le respect des règles sanitaires du 2 mètres. Et puis, évidemment, on demande aux gens de toujours garder le masque, même s'ils sont dans leur bulle familiale et qu'il n'y a personne d'autres dans la salle d'expo, on leur demande, évidemment, là, toute la question des aérosols qui n'est pas clair encore, mais on ne prend pas de chance. Donc, c'est très sécuritaire venir au musée. Il y a des stations aussi de désinfectants à main un peu partout, donc il n'y a aucune crainte. Là. Bon, on parlait dans le fond de 2 expositions, temporaires et permanentes. Peut-être juste rappeler aux gens quelle est l'exposition permanente. En fait, le musée, je rappelle, on est un musée spécialisé dans l'histoire régionale du Haut-Richelieu et dans la céramique, dans l'histoire de la céramique ancienne et contemporaine. Donc, l'exposition permanente est divisée en 2 salles. Une section qui est consacrée à la céramique, à toute l'histoire et l'importance que la céramique a eue dans la région ici. Et il y a une section qui est réservée pour l'histoire des différentes municipalités du Haut-Richelieu. Donc ça, c'est vraiment les 2 salles d'expo permanentes. Oui. Bon. Et du côté de la temporaire?
Oui. Quelle est-elle? Bien, en fait, là, on lance la 3e édition du projet Histoire d'entreprise. Et cette année, on y va avec, ça s'intitule Sur la voie des transports. Donc, on fait un topo, en fait, des transports, de l'histoire des transports dans le Haut-Richelieu. On a différentes thématiques. Par exemple, on aborde l'historique des taxis, l'historique des loisirs, des transports récréatifs comme le vélo. On aborde les camions, le camionnage de transport, si on veut, les charretiers d'une certaine époque. Ça nous permet, en fait, de jeter vraiment un regard sur l'évolution du transport puis en même temps de la société. Donc, c'est l'expo là, qui va être en cours à partir du 12 février, qu'on aurait dû commencer plus tôt, évidemment, mais on attendait le go, en fait, du gouvernement. Donc, qu'est-ce qu'on a comme pièces, comme photos? Bien, ce qui est intéressant, en fait, ce qu'on retrouve pour plusieurs types de pièces, c'est que on a, par exemple, des vélos, des modèles de vélos, mettons, anciens, le modèle avant, le modèle maintenant. On a des casques de vélo, un casque un peu plus ancien, un casque maintenant. Donc, tu sais, on essaie de voir la comparaison d'hier à aujourd'hui. Donc, c'est le genre d'objet. On a des... je vais appeler ça un déçu de taxi, là, je ne sais pas le terme exact, là, mais que les taxis mettent au-dessus de leur voiture. Donc, le vacant. Ils appellent ça un vacant. Bon, j'apprends quelque chose. Merci. Là. Oui, c'est ça. Donc, tu sais, c'est ce genre d'objets représentatifs là, de chacune des catégories qu'on aborde dans l'exposition. Et l'exposition temporaire, qui va commencer le 12 février, elle sera en vigueur jusqu'à? Jusqu'à la mi-mai de mémoire, le 16 mai. Donc, mi-mai, on est avec Histoire d'entreprise sur la voie des transports, oui. Et est-ce qu'on connaît déjà la suivante qui va prendre l'affiche à l'été? Bien, honnêtement, c'est un peu un copier-coller de ce qui aurait dû avoir lieu en 2020, donc on a décalé. Donc, cet été, on s'en va avec le céramiste Joannès Jean Cartier. Donc, Jean Cartier, à qui on doit la façade en céramique devant l'Hôtel de Ville, entre autres choses, mais c'est un céramiste de renommée internationale. Donc, on a fait affaire avec la succession de Jean Cartier, plusieurs collectionneurs aussi qui nous ont prêté des pièces qu'on va exposer là, durant la saison estivale. Et dans le fond, la seule chose qui pourrait changer si le gouvernement déconfine encore plus, la prochaine étape chez vous, ça serait quoi? De permettre le retour des ateliers? Oui, exactement. Nous, en fait, on attend vraiment l'autorisation pour ouvrir nos cours de céramique et pour reprendre le décor sur céramique en salle et aussi pouvoir accueillir les groupes parce que c'est ce qui nous a manqué l'été dernier. Les groupes scolaires, entre autres, ou les groupes de camp de jour? Les groupes de camp de jour, notamment, ou des fois, les groupes durant l'été, des groupes de retraités qui viennent en voyage organisé. Donc ça, on n'a pas connu ça. Donc ça, quand on va avoir l'autorisation, c'est sûr qu'on a bien hâte, mais on a quand même la capacité de s'adapter à des plus petits groupes. Tu sais, s'ils nous disent, OK, vous ne pouvez pas accueillir un groupe du scolaire de 50 personnes, on va prendre ce qu'on peut, petit à petit, mais oui. Jusqu'à temps de regagner ses privilèges. Et voilà. C'est l'école, finalement. Oui. Bien, France Bourassa, merci beaucoup. Bonne chance pour la réouverture du musée. Merci. Puis on invite les gens donc, qui veulent aller visiter le musée, exposition permanente et temporaire. Donc, ça rouvre à partir du 12 février. Merci. Merci, Éric. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reçoit l'auteur Joannet Pierre Ouellette qui lance un nouveau roman appelé « L'État sauvage ». Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express. Les 67 d'Ottawa avec ton chum Mario Duhamel et en deuxième partie, les Forts de Chambly avec Marc-André Houle. Ça risque d'être fort intéressant. Ne manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend.
Parlons littérature, livres, romans. Bref, certains diront que la pandémie est peut-être un moment idéal pour écrire, quoique à la base, c'est un travail qui est, somme toute, assez solitaire. Je ne sais pas si c'est le cas de notre invité, l'auteur joannais Pierre Ouellette. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour à vous. Est-ce que la pandémie a changé quelque chose à votre travail d'auteur? Sans doute, hein, parce que le thème principal de ce livre-là, c'est la grande forêt, les espaces, l'air, tout ce qui nous manque en période de confinement, quand on est pris un peu entre quatre murs. Donc pour moi, écrire ce livre-là, surtout dans les derniers chapitres, parce que le livre a été commencé avant, mais terminé au mois de mars et avril dernier, donc en plein confinement le plus dur qu'on ait pu avoir jusqu'à maintenant. C'était comme ouvrir une porte, hein, ouvrir une fenêtre sur un espace infini, qui est celui de la forêt montmorencienne, que j'ai bien connu dans mon enfance, puisque je suis né sur la côte de Beaupré, et que pendant toute mon adolescence, j'ai fréquenté cette forêt qui part des chutes Montmorency et qui va jusqu'aux Trois-Sauts et qui monte jusque dans le parc des Laurentides. Donc, pour moi, ça a été une bouffée d'air. Et j'espère que le lecteur y trouvera quelque chose de cet ordre-là aussi, un peu d'oxygène entre les quatre murs où il est enfermé. Parce que ça, c'est l'autre chose aussi. Les gens sont en quête de divertissement ou d'occuper leur temps. Bon, la télé, c'est bien, ou marcher dehors, c'est bien aussi, mais il faut aussi parfois autre chose. Donc, les gens ont plus de temps peut-être pour lire, peut-être ce qu'il y a de bien avec la pandémie. Et dans ce cas-ci, donc, vous dites que ce livre-ci était prévu initialement pour sortir à l'automne. Et là, finalement, avec la pandémie, bien, il sort maintenant. De toute façon, les librairies étaient fermées dans les dernières semaines. Ça ne donnait pas grand-chose. Et dans le fond, ce que vous dites, c'est que vous l'avez commencé avant la pandémie, mais vous l'avez terminé, dans le fond, lors du premier confinement au printemps dernier. Est-ce que ça a changé quelque chose à votre état d'esprit pour terminer le livre? Oui, sûrement. Il y a quelque chose dans la respiration de ce livre-là qui vient un peu de ce manque d'air là, qu'on a connu et qu'on continue de connaître, malheureusement. Cette espèce de grand souffle, hein. Il y a un lyrisme dans ce livre-là que peut-être les livres précédents n'avaient pas, ou pas autant, en tout cas, pas à ce niveau-là. Et j'ai souhaité un peu donner cette espèce de brise un peu fraîche là, à mon lecteur. J'espère qu'il le sentira. Il y a quelque chose dans la langue et puis dans l'univers dont je parle qui permet de s'oxygéner l'esprit. Parce qu'il faut dire qu'on marche beaucoup dans ce livre-là. Hein. On arpente la forêt jusqu'à la grande clairière qu'on imagine à la source de la rivière Montmorency. Mais on marche aussi dans sa tête. Comme le livre se déroule à une époque ancienne, puisqu'il s'agit des années 60, à l'époque où j'étais dans ma grande enfance, c'est-à-dire l'adolescence, de 10 ans à 20 ans, où j'ai beaucoup arpenté ces lieux-là. Donc, on remonte dans le temps, dans un lieu qui n'existe plus, parce que si on regarde aujourd'hui la forêt montmorencienne, elle est devenue un parc harnaché de passerelles, de funiculaires, d'escaliers, de pistes, de sentiers, alors qu'à l'époque, elle était totalement sauvage, hein, dans ces années 60 où j'ai vécu. Et c'est pour ça que ça s'appelle l'État sauvage. L'État sauvage, exactement. Le mot État ici, c'est à la fois l'état dans lequel on se sent, mais c'est aussi une espèce de pays imaginaire hein, qu'on imagine d'avant la civilisation, d'avant l'arrivée même des premiers colons. Donc, il y a une espèce de volonté de retourner dans un temps très ancien, même si c'est dans ma petite enfance à moi, c'est un peu aussi dans l'enfance de l'humanité. Cette forêt, elle est comparée un peu à une sorte d'Éden, où on imagine un jardin central que j'appelle la Grande Clairière, où se trouve l'arbre du bien et du mal. Donc, il y a toute une mythologie derrière l'exploration de ce grand boisé. Hein. Et donc, c'est un roman réaliste dans la mesure où il s'appuie sur des données très concrètes. J'ai vraiment étudié la topographie de la rivière Montmorency avec ses différents lieux. Il y a les barrages, il y a ce qu'on appelle des retenues, hein, comme la retenue du Délaissé, où la rivière s'élargit et même au printemps déborde. Il y a donc même des canyons. Alors j'ai exploré à fond cette topographie. Alors il y a un réalisme assez direct qu'on reconnaît pour ceux qui ont l'expérience de cette rivière, mais il y a tout un côté mythique aussi. C'est comme si on explorait la forêt de Brocéliande, hein, où il y a des elfes, des fées, des faunes. Donc, c'est une forêt un peu magique pour les yeux de ce jeune enfant. Il y a 3 voyages qu'il fait dans la forêt, à 11 ans, à 16 ans, et puis finalement à 20 ans, l'arrivée dans l'âge adulte. Et 3 voyages initiatiques, ni plus ni moins, qui l'amènent à découvrir différentes choses
liées à la sensualité, liées aussi à la spiritualité. Et c'est ce mélange-là qui fait que ce voyage est un peu magique. Sans que ce soit nécessairement de type autobiographique, on en déduit qu'il est beaucoup imprégné de vos propres expériences. Ah, tout à fait, oui. Même si elles sont magnifiées, là, elles sont, comment dire, passées par l'imagination et qui grossit tout, hein, qui intensifie les choses et qui donne un peu plus de tonus à tout ce que j'ai pu moi-même éprouver dans mon enfance. Mais cette expérience de la forêt, ça lui permet de découvrir comme ça qu'il a les sens peut-être plus aigus, qu'il a aussi un esprit plus éveillé au fur et à mesure qu'il découvre de nouveaux lieux dans cet espace mi-réel, mi-imaginaire, qu'il fréquente d'ailleurs avec des amis, garçons et filles. Là, il n'est pas seul dans cette aventure. Et c'est vraiment un apprentissage de la vie. Pour ça, c'est un roman initiatique, un roman d'apprentissage, comme on dit, et qui l'amène vers la découverte notamment de la littérature elle-même, parce que c'est dans la forêt qu'il apprend à écrire, ni plus ni moins, pour raconter ce qu'il vit, qu'il apprend aussi à appeler les animaux, à les faire venir à lui, donc à les dompter d'une certaine manière, les dresser à travers tout un langage qui est plus poétique qu'informatif. Dites-moi, au fil du temps, vous avez quoi? Écrit peut-être une quarantaine d'ouvrages au fil des ans? C'est mon 50e. 50e? Oui. 50e, quand même. Oui, alors j'ai presque honte, parce que habituellement, on pense que l'écrivain est parcimonieux, fait attention à tout ce qu'il écrit. Je prends un grand soin, bien sûr, à la langue. Vous l'avez peut-être sans doute remarqué dans des livres antérieurs. Mais comme j'écris beaucoup, je suis à la retraite de mon travail d'enseignant depuis déjà 5 ans, donc je dispose de beaucoup plus de temps. Et il s'inscrit où dans cette lignée? Si on dit que vous avez écrit une 50aine d'ouvrages au fil des ans, lui, là, L'État sauvage, il s'inscrit Écoutez, dans la petite postface qu'on m'a demandé de rédiger pour ce livre, j'ai écrit que c'est mon livre sans doute le plus accompli. J'y ai un peu tout mis. Ouais. Pour moi, c'est mon... je ne sais pas si vous connaissez le grand livre de Thoreau qui s'appelle Walden, ou celui de Jack London qui s'appelle The Call of the Wild, l'appel de la forêt. Ce sont des livres sommes. Hein, c'est pour ça qu'il est quand même assez volumineux. Il fait près de 600 pages. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est une sorte de synthèse de tout ce que j'ai pu écrire et vivre au cours des années, depuis que j'ai cette sensibilité propre à l'écriture littéraire. Et là, c'est une sorte de... Voilà, comment je pourrais bien dire ça? Pas de résumé, parce qu'au contraire, ça donne une expansion un peu à cet univers-là, mais de somme. Je pense que c'est le mot qui pourrait le mieux résumer ce que j'ai tenté de faire. Et là, vous nous arrivez également avec un autre lancement, celui de Port de terre, qui, lui, était quand même initialement prévu pour être lancé là, à l'hiver 2021. Donc, c'est presque un 2 pour 1. Mais bon, qu'est-ce que c'est que cet ouvrage? Alors, ça, c'est dans une collection qui s'appelle Lieux dits, aux éditions du Norrois, où on demande à des auteurs de parler d'un lieu important dans leur vie qui les ont amenés jusqu'à la parole. Et moi, j'ai donc parlé de Beauport, qui est mon village de naissance. Ouais. Aujourd'hui, c'est une ville, mais à l'époque, c'était encore une petite bourgade, avec toute cette forêt autour. Et donc, c'est une sorte de gros plan, finalement, sur l'univers de l'État sauvage. Et on demande pour cette collection d'illustrer avec des images d'artistes. En l'occurrence, il s'agit de Christine Palmieri, ma compagne, qui a fait les images de la forêt montmorencienne, des environs de Beauport. Donc, c'est un très beau livre avec plusieurs images en noir et blanc, mais d'une magnifique qualité. Et alors, c'est une sorte de regard à la loupe sur certains épisodes de cette enfance passée dans la forêt ou dans les environs de Beauport. Et là, évidemment, ces ouvrages-là seront techniquement disponibles en librairie quelque part au mois de mars? Oui, malheureusement, comme on ne savait pas que les librairies seraient réouvertes cette semaine, l'éditeur a pensé qu'il serait mieux de reporter la mise en librairie au début de mars. Donc, je pense d'ici 2 semaines, on devrait le trouver en librairie. Sinon, sur les sites web, on les trouve quand même. Des éditions Druide pour l'État sauvage et des éditions du Norrois pour Port de terre. Bon, normalement, les auteurs, en cours d'année, font beaucoup de salons du livre, un peu partout au Québec, même ailleurs, à l'étranger. Bref, là, évidemment, la dernière année n'a pas été beaucoup axée là-dessus. Bref, de quelle façon est-ce que les auteurs ont eu des façons, disons, dérivées de rentrer en contact avec leur public?
Oui, on a fait, d'ailleurs, on va trouver en ligne très bientôt là, sur les sites de ces éditeurs, pardon, et sur d'autres sites aussi, comme Instagram, Facebook, des vidéos qu'on a faites pour présenter chacun de ces livres, donc avec du visuel, du musical, et puis des lectures que je fais. On utilise beaucoup aussi, bien sûr, des plateformes comme Zoom pour faire des échanges littéraires dans le cadre d'activités comme les salons, mais aussi récemment, il y a eu des journées littéraires qui ont été organisées au niveau international. Donc, on trouve des moyens de rejoindre un public, mais qui n'est jamais aussi nombreux que ce qu'on peut rencontrer dans les le salons. contact n'est pas le même. Donc, voilà, on est capable de pallier virtuellement oui. le temps que ça dure. Mais ultimement, vous avez envie probablement de reprendre contact directement. Ce que j'aimerais, on avait prévu d'ailleurs on pensait que la vaccination serait plus rapide. Ouais. Et donc, les éditeurs, notamment le Norois, avaient prévu un grand lancement collectif pour tous les ouvrages qui paraissent ces derniers jours là, ou ces derniers mois, à la fin de mars. Mais semble-t-il que ce ne soit pas possible. Mais on va voir si jamais les choses changent dans les prochaines semaines. Mais voilà, donc je dirais que malheureusement, tout passe par les écrans maintenant. Donc on n'a pas la vive voix, comme on dit. C'est la parole interne qui est médiatisée, ni plus ni moins, par l'image. Mais ça permet quand même des échanges intéressants. Voilà. Tout à fait. Et là, je présume que vous planchez déjà sur d'autres projets qui sont en cours de création? Oui. Ben, vous savez que les choses se présentent toujours sur un long terme. Ce livre-là, comme il fait 600 pages, je pense, à l'état sauvage, disons, les débuts de son écriture remontent à 5 ou 6 ans. Alors, j'ai beaucoup d'autres livres en chantier, certains qui sont déjà terminés, mais que je vais probablement relire avant de les envoyer à l'éditeur. Mais voilà, donc la pandémie fait aussi qu'on est beaucoup plus souvent arrivé à sa table de travail qu'à se promener dans la campagne ou à faire des voyages. Moi qui suis un grand voyageur, maintenant, je dois voyager dans mon esprit. Alors, ce qui fait que j'écris beaucoup. Bon. Je vis moins les paysages que je découvre, mais je les invente, je les imagine. Et pour les lecteurs eux-mêmes, ça leur permet également de voyager autrement. Exactement. Pierre Ouellette, merci infiniment, puis bonne chance avec ces nouveaux lancements, mais aussi avec les projets futurs. Merci. Merci à vous. Restez avec nous au retour le mot de la fin. Stratégie de développement durable à Saint-Jean-sur-Richelieu. Les citoyens sont invités à se prononcer via un sondage en ligne, sjsr.ca/durable. Donc, c'est important. La Ville veut vraiment avoir le pouls de sa population pour se développer, évidemment, une politique en termes de développement durable. À demain. Bye-bye.